Bonjour, je suis Mohamed Samani. Je vais vous accompagner ici sur une petite sortie dans la cuvette de Touama ou encore la cuvette de Jebel Sour. Et on va essayer de faire dans un premier jour une petite coupe dans laquelle on va compléter un petit peu le terrain qui nous manquait la vidéo précédente. Et on va voir un petit peu les particularités de cette cuvette pour essayer de la comparer avec la cuvette Tasrimout déjà que l'on a visité l'autre jour. Voilà, donc ça sera très bref et rapide, Inch'Allah. Merci. Donc pour arriver à la cuvette de Touama, on va prendre toujours la route nationale 9 qui va vers Ouarzazate. Voici à gauche la cuvette de Tassaremout que l'on avait visité l'autre jour. Là, on va avoir bien sûr le Ouarzazate, la rivière Z à droite. Donc l'Ouarzazate à droite. Il va traverser carrément et couper franchement la cuvette de Adendim à droite. C'est celle-là. Et donc on va suivre carrément la route. Donc la Ouarzazate. Là, c'est la route qui va vers l'Arba Terdouin, bien sûr. Maintenant, elle est presque. Donc, elle ne va servir que les petits, enfin, les premiers villages ici, parce que à ce niveau ici, il y a déjà le barrage. Bon, la construction du nouveau barrage là sur l'Ouarzazate a bien avancé. Donc là, c'est-à-dire que la route sera pratiquement avortée. À gauche, nous avons la cuvette de Tafilelt. Voilà. Bon, j'avais pris quelques photos ici, quelque part. Je vais vous les montrer. Donc ça, c'est le Tafilelt. Et ce que l'on commence déjà à voir c'est la cuvette de Touama. Donc c'est ce que l'on a ici, bien sûr. Bon, on remarque ici les basaltes, bien sûr. Là, c'est le Jurassique et la suite de la série de la cuvette de Adendim. Et là, déjà, c'est le sous-sol, si on peut dire, de la cuvette de Douama. Donc, on va essayer de monter un tout petit peu. Bon, ce que l'on va visiter aujourd'hui, c'est surtout la partie ouest de Touama, c'est cette partie ici. Maintenant, on se dirige pratiquement vers l'est. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout cette partie ouest, à partir de ces villages exactement ici. Voilà, mais pas vraiment cette partie ici. Cette partie, on va la faire dans une séance prochaine, mais pas aujourd'hui. Donc, on va retourner ici
Et ce que l'on essaie de voir ici, c'est l'entourage carrément de la cuvette de Tuama. On a le lias ici, on a des basaltes, on a le lias, on a une formation rouge ici. Et la première colline, enfin la première ligne de crête ici, c'est du maastrichtien. C'est le maastrichtien. Donc on va avoir encore les basaltes de tous les côtés, y compris de ce côté-là. On voit les basaltes là, on va les voir ici. Là, c'est le Trias carrément. Donc ce que l'on voit vers le sud ici, c'est le Trias, c'est la formation essentiellement 5 et 6. Pas 6 essentiellement, qui est silteuse, évaporitique, qui affleure à ce niveau. On voit très bien, c'est Badland ici. C'est bien un caractère de la formation 6 évaporitique triasique, du Trias. Et on voit les basaltes qui viennent directement sur la formation 6. Donc on va déborder un tout petit peu de ce côté-là pour voir la formation 6. Là, c'est le Trias. Nous sommes déjà sur le Trias, formation 5, graiseuse, avec vraiment massive. Et là, ce que l'on voit ici en Badland, bon, quand je dis Badland, c'est-à-dire ce sont des siltes qui ont cette érosion caractéristique des siltes. Et on voit directement venir les basaltes, les coulées basaltiques sur ces siltes évaporitiques lagunaires, bien sûr, de la fin du Trias. Un petit peu vers la fin du Trias. Donc là, c'est vraiment la formation F6 qui va donner cette caractéristique, caractérisée par cette érosion de Badland en Badland, quoi. Donc voilà, c'est les basaltes. On va faire le tour carrément et on voit les basaltes de ce côté-là aussi, entourer carrément la cuvette de Tuama. On les voit les voir un petit peu de ces côtés-là. Et on va faire le tour carrément de cette cuvette. Voilà, ça c'est les basaltes. Ce que vous voyez ici grisâtre, ce sont les coulées basaltiques finitriasiques. Là, ce que l'on voit directement ici, c'est la cuvette de Tafilelt. Voilà, ça donne un très bon exemple sur l'aspect synclinal de la cuvette. Regardez comment ça se présente. Et les basaltes qui entourent l'ensemble, qui vont venir aussi. Remarquons quand même ici que on a presque l'éocène qui va arriver directement sur les basaltes. Bon, qui va arriver. Moi, je dirais quand même qu'il y a une faille. On va parler de ça après. Mais le contact ici, c'est pas un contact normal, c'est pas un contact stratigraphique, c'est, regardez cet aspect de la cuvette de Tafilelt, vraiment extraordinaire avec les basaltes. Voilà, c'est vraiment, voilà, l'aptoalbien, salmanturonien et de l'éocène maastrichtien ou l'éocène au centre.
ça c'est vraiment très beau. Donc on va essayer de prendre la cuvette de Jebel Sour de ce côté-là. Bon, si je peux descendre un tout petit peu parce que là... Voici donc la cuvette de Jebel Sour prise du côté ouest. Bon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout les faciès liasiques ici qui vont constituer cette première crête sur laquelle s'installe le douar Touama. Et puis des terrains rouges ici dans ce creux, c'est le Dogger. Et puis on va voir un petit peu de loin l'Apto-Albien ou dans l'horizon l'Apto-Albien, l'infrasalmanien, salman-turonien. Mais ce qui est à venir, bon, ce que l'on va voir prochainement, c'est surtout l'autre partie à partir d'une discordance. Il y a une discordance angulaire ici qui va être intra-crétacée et qui va faire venir le Sénonien directement sur ces premières formations déjà érodées avec un angle. À partir d'un niveau de drone ici directement sur le Dogger en fait. Ce que l'on peut voir ici, c'est le Jebel Sour, c'est la haute altitude maximale à ce niveau de la cuvette. Puis là, ce qui est blanc au premier plan, c'est l'Apto-Albien. Deuxième, c'est un rouge infrasalmanien. Et puis paraissent aigus les roches du Salomon-turonien à ce niveau ici. Donc, et derrière, ce sont les coulées basaltiques grises, bien sûr. Bon, ce qui est rouge et qui va constituer cette vallée avec les oliviers, tout ça, donc c'est le Dogger, c'est le Jurassique moyen. Et on va pratiquement sur la colline. Et sur ce versant de la colline, ce que l'on va voir, c'est la ligne de crête carrément au niveau des pylônes électriques. C'est constitué par le lias. Juste après, bon, ce sont des conglomérats et là, on voit des siltes. Ce sont les siltes qui vont former le creux, bien sûr, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à éroder. Et donc, ils constituent la vallée de ce grand Alveg, bon, ce petit oued. Et là, on va voir un petit peu, on va carrément donner le temps à, disons, étudier de très près ces sortes de siltes, ces sortes de grès et voir un petit peu les caractéristiques sédimentologiques de ces niveaux. Voilà, donc ça c'est l'essentiel que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Bon, comment on peut voir ici dans la base de la cuvette de Touama, le lias ici est beaucoup plus épais et n'a rien à voir avec le lias qu'on a vu l'autre jour à la base de la cuvette de Tassaremout. Il s'agit bien de calcaire très massif avec de grands litas, c'est un calcaire dolomitique parfois gréseux et il y a des laminations quand même de courant parfois, donc il s'agit de niveaux parfois détritiques, mais c'est ce que l'on va voir ici. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc on voit très bien que
il peut s'agir d'un calcaire gréseux ici. Avec de grandes laminations, donc c'est forcément détritique, plus ou moins calcaire sableux, gréseux détritique. Et puis, parfois, on peut voir même des chenaux de marée. On peut voir des chenaux de marée parfois, je les ai vus quelque part ici. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Là, on voit quand même que c'est un calcaire plus ou moins lithique ou gréseux avec des lithites, enfin beaucoup de particules détritiques. Voilà, de grands litages. Donc il s'agit bien ici d'un chenal de marée. Voilà, ça c'est établi sur un calcaire quand même, ça c'est un calcaire quand même certainement marin, parce qu'on va trouver quand même pas mal de débris de coquilles à certains niveaux. Voilà donc la différence quand même nette avec le calcaire que l'on a vu l'autre jour à la base de la cuvette de Tasrimuth. Voilà. Donc au sommet de ce lias, de la base de la cuvette de Toama, on voit une progression quand même, un passage très progressif, disons pas vraiment progressif, mais c'est le passage de ce qui est calcaire vers ce qui est détritique. Et on voit très bien ici l'apparition de niveaux grésaux-conglomératiques avec beaucoup de dragées de quartz. Regardez, beaucoup de dragées de quartz qui apparaissent directement sur un niveau, disons, de calcaire, disons, intertidal que l'on voit au fond et au sommet de ces calcaires massifs, mais l'apparition de ces dragées de quartz, voilà, abondants, là blanc, témoigne bien sûr du passage de la sédimentation d'un type quand même calcaire vers un type plutôt. On voit très bien ici dragées de quartz vers un type de sédimentation franchement détritique. Et on voit un conglomérat qui va s'installer carrément au sommet avec des éléments quand même, parfois de plusieurs centimètres. Et on va voir que ça va devenir de plus en plus abondant. Et ça va s'organiser en forme plus ou moins chenalisée ou de lobe. Chenalisée ou de lobe, parce que c'est difficile quand même de dire, vraiment de voir la différence ici. Voilà, donc là ça devient carrément conglomératique. Là c'est un vrai conglomérat que vous pouvez voir ici avec des éléments grossiers, bien sûr. Et là c'est le niveau conglomératique. Donc on voit très bien ici un niveau conglomératique qui va s'installer
directement sur les calcaires. Voilà, donc là c'est bien sûr les conglomérats de la base du Dogger. Donc si je parle de ça, c'est-à-dire c'est la base déjà du Jurassique, enfin moyen. Okay. Bon, pour ne pas nous perdre un petit peu dans cette coupe, moi je préfère faire une petite représentation, si on peut dire schématique, sur papier. Comme ça, on ne va pas perdre les détails. Donc là, c'est une question de suivre un petit peu les niveaux stratigraphiques et les couches géologiques, soi-disant, et voir leurs extensions dans l'espace pour arriver à comprendre un petit peu la suite. Donc là, je vais me... Là, je vais vous montrer d'abord... Là, je vais vous montrer d'abord ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on était là en haut, au niveau du pylône là, électrique. C'est le lias calcaire, d'ailleurs on le voit en haut, c'est ce qui sort vraiment comme ça en aigu. Et puis juste après, c'est la formation conglomératique que l'on a vue. Et puis après, on a une formation silteuse avec des niveaux verdâtres interstratifiés dans l'ensemble. Et puis, on aura un niveau gréseux là, à la fin de cette première formation. Et on voit la couleur qui va changer. Donc, vous remarquez qu'il y a une couleur qui va changer quand même. Ce n'est plus la même chose. On a moins de niveaux verdâtres. Plutôt des niveaux blanchâtres même qui vont apparaître. Et puis, on va directement vers la piste et vers les deux petites collines que l'on voit sur le long de cette piste. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite sur le papier. Comme ça, on ne va pas perdre les détails. Donc là, je me remets directement. Je me remets directement ici et je vais faire une coupe à vol d'oiseau, ce qu'on appelle à vol d'oiseau si vous voulez, ou à main levée, directement sur mon papier, comme ça, on ne va pas perdre, je dis bien, les détails. Donc on a là le lias tout à fait en haut, et puis on a descendu ici dans la petite piste, et puis on va descendre encore dans un creux là, dans un grand talweg. Et puis on va remonter vers la piste et puis on va directement monter et puis redescendre et puis remonter sur la crête de la petite deuxième butte que l'on a vue. Donc si j'essaie de représenter ça directement sur le papier, je vais essayer de faire ça d'une façon très simple. Bon, le rouge. Bon, je n'ai pas beaucoup de couleurs sur moi ici, donc là, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, on a le lias. Le lias, si vous voulez, ce sont les couches calcaires avec un pondage très fort vers le nord, parce que là, c'est quand même le sud. Et ça, c'est le nord. Donc, ça, c'est le sud, ça, c'est le nord. Et on va essayer de directement sur le lias que l'on a vu un petit peu dans le détail se former un petit peu des calcaires quand même marins et qui finissent par un niveau carrément intertidal à calcaire très lité et beaucoup plus fin, beaucoup moins grossier, moins épais que le premier. Et puis, on a vu qu'on a des conglomérats. Là, je vais essayer de représenter des conglomérats. Il y a un niveau conglomératique, voilà, qui va
arriver juste là. Et puis on a un niveau plutôt silteux. C'est ce que on voit ici exactement. Donc on a un niveau silteux avec des passages je vais les mettre quand même en vert comme ça. Je vais les mettre en vert. Voilà. Une formation avec quand même des siltes et des intercalations vertes, comme vous pouvez les voir ici. Puis après, on a un grès, enfin un grès niveau, disons. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour l'instant. Donc je vais quand même mettre le grès avec, comme ça, pour marquer la différence. Et puis après, on a une formation silteuse, carrément formation silteuse. Voilà, une formation silteuse beaucoup moins, avec quand même moins de verre, il n'y a pas de verre dedans. Voilà, donc là je répète que ça c'est le Dogger. Donc j'écris, donc silt, rouge. Là, grès, silt, plus vert, plus niveau vert. Conglomérat. Les conglomérats. Puis, je vais faire ici liasse calcaire. Bon, calcaire dolomitique, bien sûr. Donc là, c'est un petit peu en gros ce que l'on peut voir jusqu'à ce niveau. Donc, en gros, c'est ce que l'on peut voir entre le niveau d'en haut. Carrément, je ne vois pas beaucoup. Donc, si je fais ça, je vais voir un petit peu les niveaux que je viens de mettre sur papier. Bon, après, il y a un niveau plutôt, je ne sais pas si vous le voyez là, c'est beaucoup plus graisseux. Beaucoup plus graisseux. Regardez. Au fond, c'est beaucoup plus graisseux là. C'est beaucoup plus graisseux que, voilà, ce niveau-là. Il est beaucoup plus graisseux que les siltes. Donc là, c'est quand même différent. Et là, je vais mettre ce niveau graisseux là, voilà, avec un pondage beaucoup plus faible. Voilà. Et puis, lorsque l'on va commencer à monter, bon, ces niveaux graisseux continuent bien sûr, mais à un certain niveau, elles deviennent beaucoup plus continues latéralement. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le niveau blanc. Il y a un niveau blanchâtre. Il y a un niveau blanchâtre qui va apparaître. Donc ce niveau blanchâtre, je vais le mettre. C'est ce niveau-là.
c'est un niveau blanchâtre, c'est un niveau calcaire. Donc là, j'écris tout simplement grès. Et à partir du niveau blanchâtre, ce sera plutôt un autre niveau ici. C'est de l'apto-albien, c'est du Crétacé inférieur ou de l'apto-albien, aptien-albien. Apto-albien. Apto-albien. Donc, m'excusez, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Apto-albien, c'est le niveau blanc que vous pouvez voir par là. OK? Après avoir monté un tout petit peu dans la piste, on va trouver ce niveau blanc, bien sûr. Puis après, on a un niveau rouge. Juste après, vous pouvez voir le niveau rouge là. Et après, on aura un niveau encore blanc, mais beaucoup plus qui sort vraiment en relief. Voilà. Et là, c'est le cénomano-turonien. C'est le cénomanien plus turonien. Donc, cénomano-turonien. Cénomano-turonien. Entre les deux, c'est du cénomanien inférieur, donc infracénomanien. Infracénomanien. Infracénomanien, donc là, c'est de l'infracénomanien. Donc, apto-albien, infracénomanien, cénomanien-turonien. Donc, et là, qu'est-ce qui reste? Bien sûr, tout ça, c'est du Dogger. Tout ça, c'est le Dogger. Depuis le conglomérat. Depuis le conglomérat à la base, jusqu'à la base de l'apto-albien, ça sera le Dogger, c'est-à-dire tout ce qui est rouge que vous pouvez voir ici. Bon, ça c'est une coupe nord-sud. Donc si l'on fait une coupe nord-sud, c'est bien dans ce sens. Bien sûr, bon, première coupe nord-sud. Donc là, c'est vraiment une coupe nord-sud ou sud-nord avec les différentes formations que vous pouvez voir, bien sûr. OK. Donc, je répète, l'IAS, conglomérat de base du Dogger, les silts avec des niveaux verdâtres, le niveau à grès qui est presque, on va dire, il passe juste là. Et puis les silts rouges qui ne contiennent pas vraiment d'intervalle silteux, enfin d'intervalle vert ou verdâtre, puis des grès massifs, plus ou moins encore gréseux, bien individualisés, et puis l'apto-albien, là l'apto-albien blanchâtre, puis l'infracénomanien derrière, et puis le cénomanien-turonien qui est pareil, aigu comme ça, tout à fait dans le dernier plan. Bon, je répète. Je répète, on a vu donc les grès en haut, enfin les calcaires tout à fait en haut. Bon, c'est les calcaires qui sortent par là. Juste après, c'est une formation conglomératique. Après, c'est le niveau à silt verdâtre, intercalation de silt verdâtre que vous pouvez voir ici. Ça continue même jusqu'à ici. Puis un niveau gréseux là, tout à fait au centre. Et puis après, c'est un niveau plutôt
silteux, mais sans vraiment de grandes couches, enfin de grande interstratification verdâtre. Donc c'est plutôt du rouge, comme vous pouvez le voir ici, rouge assez franc. Puis après, on a la formation avec des corps gréseux bien sortis, bien individualisés, qu'on va dire chenalisés tout de suite. Puis après, lorsque l'on va monter, vous allez trouver des grès plutôt continus. Et puis après, on va passer dans le premier niveau. Attendez, le premier niveau blanchâtre, celui-ci. Voilà. Celui-là, le premier niveau blanchâtre. Puis après, on a un niveau rougeâtre. C'est ce qu'on a appelé l'infracénomania. Et puis au-dessus, on a la formation massive, calcaire, cénomano-turonien. Voilà un petit peu ce que j'ai essayé de représenter ici sur voilà un petit peu ce que j'ai représenté ici sur ma feuille. Donc juste après les conglomérats que l'on voit en haut sur les calcaires, on commence déjà à voir un certain nombre de niveaux silteux. Mais ces niveaux silteux, si l'on les voit de très près, voici ce que l'on va essayer de voir. Ce sont des siltes intercalés, siltes rouges intercalés avec des grès ou des siltes verdâtres et qui montrent donc un niveau verdâtre. Donc là, je vais donner une petite échelle. Donc les siltes vont commencer à montrer, voilà, bon, des dimensions un petit peu. Ce sont des siltes rouges, mais interstratifiés parfois avec des grès, ou ce sont des grès très fins, même silteux, très silteux, mais qui sont verdâtres. Et on voit ces niveaux se répéter à plusieurs fois, ou à plusieurs niveaux. Voilà, parfois apparaissent des grès, des grès lités horizontalement, voilà, donc c'est vraiment un litage horizontal presque de décontation, disons. Là, c'est un litage vraiment très horizontal. Et puis, juste après, on voit très bien les siltes verdâtres qui vont continuer à dominer carrément. Donc voici les niveaux verdâtres dont j'ai parlé tout le temps. Et voici comment on s'intercale. Vous avez un pondage très fort jusqu'à maintenant, bien sûr, un pondage 45 degrés au moins. On voit ici les niveaux verdâtres. Regardez comment ils sont intercalés. Donc c'est des siltes, des grès. Et on voit une petite faille ici. Regardez, c'est une faille quand même distensive. À un certain moment, ça paraît distensive ou comme ça. C'est-à-dire normal. Voilà ce que j'essaierai de voir aussi sur ces niveaux verdâtres. Regardez, ils vont disparaître après et on aura plutôt des
grès, enfin des siltes rouges, sont les niveaux verdâtres. Donc ça c'est important à préciser. Donc toujours ces niveaux verdâtres. Et voici ce que l'on peut trouver au niveau des couches. Regardez, c'est des siltes. Et puis, lorsque l'on va voir un petit peu sur la couche, surface de la couche, regardez. C'est des fonds de dessiccation. Donc on trouve des fonds de dessiccation carrément au sommet de la couche. Et là, c'est pas seulement une couche, mais plusieurs couches. Donc je vais essayer de voir. Plusieurs couches. Regardez, avec toujours des fontes de dessiccation qui apparaissent au sommet de la couche. Parfois mieux que ça. Bon, j'espère trouver mieux que ça. Voilà. Et voilà. Bon, toujours des fonds de dessiccation. Vous remarquez que la couleur peut être mobilisée carrément dans les fentes. Donc la couleur peut être mobilisée carrément dans les fentes de dessiccation. Et aussi, regardez, dans les cassures, dans les fracturations. Dans la fracturation, il y a remobilisation de la couleur verte. Cette couleur verte, bien sûr, on en a parlé. C'est certainement dû à un milieu réducteur. Regardez, c'est comment ça s'installe. Ça s'installe à la suite d'un manque d'oxygène, c'est-à-dire il y a une certaine anoxie ou c'est-à-dire un manque d'oxygène carrément dans le milieu, et toute la matière organique se trouve comment on peut appeler ça? Bon, c'est une asphyxie, si on peut dire. C'est une asphyxie de la vie, carrément. Une eutrophisation, quand même. C'est ça. Donc, par manque d'oxygène dans l'eau, lorsqu'il n'y a pas de circulation de courant, et il y a une zonation, carrément, qui se fait qui s'installe dans la flaque d'eau, dans le niveau d'eau, et puis toute la matière organique, elle est confinée, enfin, elle est conservée carrément, parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour l'oxyder. Donc là, toujours les fonds de dessiccation au sommet de ces niveaux graiso-silteux ou silto-gréseux. Voilà, en fait, ça montre ça, carrément. À la suite regardez, à la suite d'une séquence, regardez, toujours, c'est plus ou moins séquentiel tout ça. C'est plus ou moins séquentiel. Toujours la séquence qui commence par cet amas de siltes qui arrive et qui finit par ces fonds de dessiccation. Ce qui est compréhensible. Ce qui est compréhensible d'ailleurs.
Et là, vous avez beaucoup de fracturation verticale par rapport à l'emplacement de la série à 0. Donc on replace la série à 0. Parce que là, nous avons un pondage quand même de 45 degrés ou même plus. Voilà. Bon, on revoit ici la formation, deuxième formation rouge silteuse, qui ne contient pas vraiment d'intercalation verdâtre. Et on voit par contre qu'elle peut contenir des intercalations d'un autre type, c'est-à-dire des grès carrément rouges, des grès rouges, bon, avec plutôt, moi je trouve que c'est beaucoup plus riche en structures sédimentaires. Voilà, parfois ici, visible. Je ne sais pas si ça peut être visible ou non. Ben, j'essaierai de me concentrer ici sur une séquence. Ben, les rides chevauchantes apparaissent en bordure de chenaux. Et toujours lorsque ces chenaux sont très actifs et transportent beaucoup de matériel. Donc il faut bien sûr avoir aussi l'idée que le sens de plongement des litages indique le sens du courant. Me concentrer ici sur une séquence. Et voilà. Pas vraiment visible. Alors ici, je pense que ça sera visible. Je vais faire l'ombre carrément. Bon, je suis toujours sur cette formation silteuse, c'est-à-dire qui ne contient pas vraiment beaucoup d'intercalations verdâtres. Et voici à son sommet, ou vers un petit peu de son sommet, on trouve un niveau qui est plutôt un petit peu calcaire, marneux calcaire. C'est un niveau marneux calcaire, plus ou moins encrouté quand même. Il est plus ou moins encrouté. On voit très bien qu'il y a des sortes d'encroutements au sommet du banc. Voilà, à sa surface ici. Donc là, je ne vois pas vraiment bien parce que je suis très mal positionné pour prendre la photo. Voilà, et lorsque je vais faire lorsque on passe ici, surtout quand il y a du soleil, bon, on voit briller carrément des petits cristaux. Et voici ce que l'on a. Donc, voici ce que l'on a. J'ai essayé de ramasser quelques cristaux ici. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, je vais pas faire de... Voilà. Et zoomer quand même sur ces cristaux, sur celui-ci par exemple. Regardez, c'est un quartz à facettes. Donc pratiquement hexagonal. Et même doublement terminé. Il est terminé des deux côtés. Donc bipyramidal, c'est ce qu'on peut dire. Un quartz bipyramidal. Regardez, c'est un quartz bipyramidal. Il y a qu'il est terminé des deux côtés. Hexagone. Voilà. Et tout ça, ça se voit ici. Bon, je ne sais pas si je peux prendre quelques
éléments qui brillent, mais difficile de voir. Voilà, il y a un qui est peut-être là. Bon, j'ai pas vu. Si, il y a un petit peu laiteux par là. Bon, d'autres sont un petit peu concrétionnés comme ça. Bon, ils sont pas vraiment individualisés. Je pense que c'est un amas d'éléments, enfin de quartz bipyramidaux. Donc c'est ce qu'on appelle le quartz bipyramidal. Bon, l'explication ici n'est pas très... c'est jamais vraiment convaincante. On a toujours dit que c'est... Voilà un qui est en place, il est sur place. Voilà, il est sur place. Voilà. Donc là, l'explication n'est pas convaincante. J'ai dit que ça... On dit que... Voilà, d'autres... Un autre, voilà. Et il y a un autre quelque part ici. Voilà. Donc là, on dit que c'est à l'interface, c'est-à-dire leur cristallisation va se faire à l'interface d'eau saumâtre avec une eau douce. Donc une eau saumâtre et une eau douce, cette interface sera propice, si on peut dire, aux cristallisations de ces quartz bipyramidaux. C'est toujours une explication que l'on a retenue, mais je ne sais pas est-ce que vérifier ou non. Bon. Moi, je dis que c'est possible que ce soit des cristallisations qui soient générées dans des sortes de cavités de dissolution. Oui, c'est des cavités de dissolution, soit à la suite disons, d'installation d'un niveau de nappe phréatique, par exemple. Et on sait très bien qu'il y a des encroûtements au niveau des nappes phréatiques. C'est ce qui explique un petit peu l'existence de cet encroûtement ici. Et la bréchification et l'installation de géodes et de cavités de dissolution. Et donc, on peut avoir dans ces conditions un petit peu la cristallisation, parce que ça cristallise à l'air libre, ça cristallise dans un milieu qui est libre, qui est ouvert. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, le quartz n'aura pas de facettes comme ça, terminées ou biterminées carrément. Terminées des deux côtés. Là, c'est la formation chenalisée. Donc, on va le dire directement. Ce sont des corps sédimentaires lenticulaires. Donc, un petit peu dans une épaisseur de 4-5 mètres ou un petit peu moins. Toujours ça, c'est l'épaisseur au centre. Mais qui se termine d'une façon biseautée, c'est-à-dire la forme générale, elle est lenticulaire. Donc une forme lenticulaire, et ils se superposent. Parfois ils s'interpénètrent carrément verticalement, c'est-à-dire un chenal peut éroder un autre chenal préexistant ou existant déjà, et donc on a ce qu'on appelle une formation chenalisée. Donc c'est une formation chenalisée dans laquelle on voit beaucoup moins de
entre les corps chenalisés, entre les corps gréso-conglomératiques que vous avez ici, vous avez bien sûr des siltes qui s'intercalent et qui font un petit peu ces niveaux rougeâtres. Bon, sinon, après au sommet, on a un niveau. Moi j'ai du mal à gérer la pile, donc ça va se terminer dans quelques instants. On a ce niveau jaunâtre, j'ai dit à goethite, c'est-à-dire à l'hydroxyde de fer, qui lui donne cette teinte jaunâtre. On la voit très bien à ce niveau. Voilà. Bon, j'essaie de prendre la photo même avec un autre appareil. Donc ça c'est le niveau chenalisé à goethite. Ici, nous sommes bien sûr dans la cuvette de Toima et on l'a déjà vu dans la cuvette de Tasserimut. Voilà, je m'arrête ici. Bon, au sommet, vers les maisons, c'est l'apto-albien. Et on voit très bien que les niveaux gréseux deviennent plutôt horizontaux avec une terminaison latérale beaucoup plus étendue que ce que l'on voit ici dans cette formation chenalisée. Donc on va venir à discuter pourquoi, comment. Voilà. Bon, j'ai parlé plusieurs fois de litage en cuillère ou en noge. Voici ce que c'est litage en noge. J'espère que la photo soit visible. C'est-à-dire qu'on a de grands litages qui vont arriver tangentiellement sur le fond. Ils vont arriver tangentiellement sur le fond et ils vont montrer de grandes laminations, de grandes lamines qui vont s'étaler en général dans le sens du courant et qui vont donner cet aspect, bien sûr, qui est pratiquement reconnaissable dans les chenaux. Et là, on voit très bien encore une fois le grès à goethite, en général très friable, très fragile. Et on voit ces grands litages en cuillère qui arrivent. Bien sûr, on a ici un pendage pratiquement comme ça, c'est-à-dire ça va vers le nord. Il faut tout remettre à zéro. Donc lorsque l'on va remettre à zéro, on va trouver que ces litages effectivement arrivent tangentiellement par rapport au fond. Ils sont obliques bien sûr. Ils sont en cuillère. Voilà, nous sommes dans la coupe d'un chenal carrément. Nous sommes à l'intérieur du chenal maintenant. Donc on voit très bien ces grands litages. Voilà, c'est des grands litages à l'intérieur d'une formation chenalisée. Voici l'intérieur du chenal. Ici, surtout dans les niveaux gréseux. C'est évident. Voilà, regardez, on a bien un groupe de lamination qui va entrecouper carrément un autre groupe de lamination. Voilà, et ça arrive. Et vous avez bien sûr un angle aigu ici entre les laminations de ce premier groupe de lamination et le deuxième groupe qui va les éroder. Donc on en déduit carrément la polarité. C'est-à-dire que la base est bien de ce côté-là, le sommet il est dans ce côté-là. Donc là c'est bien, vous avez l'angle, vous avez un premier groupe de lamination qui est érodé par un autre. Et là, c'est le groupe de lamination 1 et 2. Donc 1 est ancien, 2 est récent. C'est automatique.
Donc vous avez un angle ici. C'est pour ça que j'ai dit, ça, les laminations ici en auge arrivent en tangentiel par rapport au fond. À un certain moment, le fond, il était là. Ça, c'est le fond. Et on voit l'aspect oblique des laminations anciennes. Et donc on peut en déduire que la base est bien ici, le sommet il est vers le nord, dans ce côté-là, à gauche. Ok. Ben, la même chose, on peut la voir ici. C'est-à-dire que nous avons un groupe de lamination ici, oblique, dans ce sens. Et puis vous avez une surface d'érosion, là, par un groupe de lamination qui va venir après. Donc là, avec un angle aigu, donc ça c'est l'ancien, ça c'est le récent. Donc on a la polarité qui va de la base vers le sommet. Donc la base est vers ma droite, le sommet est vers la gauche. Ok, ça se voit ici. Donc ça, ce sont les critères de polarité, bien sûr. Il y a un autre critère que je viens de voir ici. On va le voir. Regardez. C'est la même chose. Donc, on a un critère de polarité ici, si on a un problème, bien sûr. Mais il y a un autre critère de polarité que vous pouvez voir d'ici, à la base d'un chenal. Donc, à la base d'un chenal ici, on a ce qu'on appelle des load casts, ou encore des figures de charge. C'est ce qu'on appelle des figures de charge, ou des load casts. Vous avez la base, la surface basale du banc qui subit une déformation suite à une, si vous voulez, une instabilité. C'est des matériaux qui viennent avec une vitesse très forte et donc sur des siltes. Et donc, soit instantanément, soit diagénétiquement, c'est-à-dire après, on a une certaine instabilité, un certain comportement rhéologique qui n'est pas le même. Et donc vous avez ici la surface basale, au lieu qu'elle soit plate, carrément plate, comme c'est le cas de beaucoup de roches, on a plutôt des formes bombées et des nodules, quoi, et une dilacération de la surface basale et une injection même des siltes basales vers dans les grès et vice-versa. Parce que le sommet ici, c'est gréso-conglomératique, alors que la base, elle est silteuse. Ce qu'on appelle des load casts, encore des figures de charge, tout simplement. Voilà, donc là, c'est en général, bon, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. C'est la série depuis le lias, en passant par les différentes formations silteuses. Et voici ici la formation silteuse avant les grès chenalisés. Et voici là l'aptoile bien sur lequel on était tout à l'heure. Voilà, donc là on va revenir à continuer cette coupe dans un prochain temps, Inch'Allah. Voilà.